Je me tourne maintenant vers Didier Herman. Bonjour Didier Herman. Bonjour Christophe. On vous avait reçu il y a quelque temps pour une seconde chance, votre précédent roman. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre 7e livre qui s'intitule Le marionnettiste. Ouais, c'est ça. L'histoire, c'est un couple constitué d'Adèle et de David qui font un voyage à Venise. Et à Venise, ils croisent une mendiante sur les marches d'une église. Et les deux vont avoir une réaction différente. Pas trop de réaction de la part d'Adèle, tandis que chez David, lui, ça va le remuer et à son retour de Venise, il va y repenser. Il va faire des cauchemars puisque en fait la mendiante qu'il a croisée là-bas elle va être retrouvée un peu évanouie et on ne sait pas vraiment si elle est morte ou quoi. C'est le point de départ c'est le déclic qui a fait démarrer ce roman en fait. Ce roman est né à partir de cette histoire-là. Je l'ai bâti pratiquement en 3 actes. J'avais déjà le scénario de cette histoire de 2 personnes, enfin un scénario où je pourrais aborder le thème que j'avais envie d'aborder. Il y avait aussi cette idée de marionnette également, parce que j'ai été toujours subjugué par les marionnettes. J'ai mon amie Marie Buriga qui était On l'a déjà marionnettiste, elle reçu m'avait ici, convié à un spectacle. Et c'est vrai que la relation entre le manipulateur et la marionnette, on a un peu l'impression qu'il y a une part de vie qui passe à l'intérieur aussi. Et puis, alors ça c'était une idée, une ébauche, une marionnette qui aurait un cœur. Mais ensuite, il y a eu le déclic justement au cours d'un voyage à Venise où je suis personnellement tombé sur le regard de cette mendiante et ça m'a évidemment troublé, surtout au retour de ma visite dans les îles où je l'ai trouvée sous sa couverture, entourée de secouristes qui lui venaient en aide. Et donc elle était vraiment, bon, je savais pas si elle est décédée, je sais pas non plus si elle a fait un simple malaise, mais enfin c'était vraiment très très troublant. Ça a été vraiment le déclic pour Mm. l'écriture de ce roman. Mm. Et donc, au retour d'Adèle et de David, David, lui, à Paris, donc, il croise une jeune fille, une Rome, à un carrefour, et ça lui fait penser à la mendiante qu'il a vue à À Venise. Venise, voilà. Les deux personnes vont se mêler dans son esprit. Il a l'impression de revoir, cette vieille mendiante. En fait, il trouve une ressemblance troublante entre cette jeune fille et la vieille mendiante qu'il a abandonnée à Venise. Voilà. Donc, c'est aussi, je pense, c'est le démarrage de ses cauchemars. Mm. Et donc, quelques jours après, David disparaît. Et puis, Voilà, il y a 2 disparitions. voilà. Et puis cette jeune fille, Rome, va disparaître également. Est-ce que ces deux affaires sont liées? Pour C'est ça, tout faut lire le roman. Voilà. c'est toute l'intrigue justement du roman. C'est ce qu'on se demande aussi tout au long, et c'est, je dirais, le questionnement de la police surtout, hein, de savoir, mais quel est le lien. Est-ce qu'elle aurait été enlevée? Enfin, voilà. Je pense que c'est une histoire d'amour donc entre David et Adèle, entremêlée dans cette intrigue policière et cette histoire de disparition. Et puis en même temps, une folie, une obsession de David par rapport à l'empathie qu'il a pour la mendiante et pour cette jeune fille Rome, donc Luminita, hein, qui est Elle aussi s'appelle Luminita. et Luminita est aussi une personne extraordinaire. Hein. Elle a des facultés, elle développe. Voilà, c'est pas un personnage. Tout à fait. C'est le personnage central. Luminita est le personnage central pour moi. On parle beaucoup d'Adèle et de David parce qu'évidemment c'est leur histoire C'est le point d'amour. de départ, oui. C'est le point de départ. Mais Luminita est pour moi le personnage le plus important et le plus énigmatique du roman. Hmm. Et donc, au départ de ce roman, donc, il y avait ce voyage que vous avez effectué et vous vouliez aborder un sujet en particulier à travers ce roman C'est vrai qu'il y a 2 sujets. Le sujet principal, évidemment, je ne vais pas vous mentir, c'est l'amour et l'altruisme. Ouais, ouais. Alors,
l'amour sur Oui, vous différentes... le décrivez sous différentes facettes, hein, positif, négatif. Oui, tout à fait. Donc, alors, l'amour, on va parler de l'amour, du sentiment amoureux. Mhm. Je pense que dans le sentiment amoureux, comment dirais-je, il y a énormément de facettes, hein, d'émotions. La violence, le désir, la folie, l'intransigeance. Et le côté négatif, c'est le manque aussi, parce qu'il arrive parfois, justement, dans l'amour, des, des démarrages qui sont inexplicables, inexprimables. On se couche le soir en pensant à la personne qu'on aime, on se réveille le matin sans savoir pourquoi on pense encore à elle. Il y a donc le manque, et le manque aussi est la douleur dans la séparation, une douleur qui peut vous laisser totalement anéanti. Mm. Je me souviens d'une une interview où, donc pour une seconde chance, on m'avait demandé est-ce que vous pensez que l'amour peut guérir de tout? Et Mm. sans hésitation, j'ai répondu oui. Oui, l'amour peut guérir. Mais l'amour, ça peut aussi vous rendre malade. Ça peut vous rendre complètement fou. Ça peut vous anéantir. Mm. Alors, il y a le sentiment amoureux également, mais il n'y a pas que le sentiment amoureux qui est développé. Il y a aussi l'altruisme. L'altruisme, pour moi, ça naît de l'empathie. L'empathie, donc cette faculté cognitive de pouvoir se mettre dans la peau d'une autre personne, de pouvoir connaître une situation en se mettant dans la peau d'une autre personne. Ce que je voudrais dire par rapport à l'empathie, donc cette résonance affective qu'on peut avoir, je ne pense pas que les gens soient égoïstes par nature. Je pense que nous sommes tous altruistes. Et, nécessairement, dès qu'on voit une vieille dame qui va tomber, on se jette sur elle pour l'aider à se relever. Égoïste, on le devient à des degrés différents. C'est pas inné en nous. Mhm. Nous sommes, on est tous. C'est une histoire de degrés pour vous. Donc, ouais. Oui, c'est une histoire de degrés pour moi, oui, parce que en fonction de sa situation, on peut être plus ou moins égoïste ou être amené à être plus ou moins égoïste, mais on a forcément tous une empathie. L'empathie, c'est quand même une faculté qui est nécessaire également aux romanciers. Cette faculté de se mettre à la place d'une personne, si on n'a pas cette faculté-là, on ne peut pas écrire, hein, on ne peut pas se mettre à la place des personnages qu'on va développer. Et David, dans le roman, c'est un romancier. Donc il a cette empathie, une empathie exacerbée. Il se met systématiquement dans la peau des gens qu'il rencontre. Ouais, Alors l'empathie n'est pas une mauvaise chose en soi, mais elle peut le devenir si on n'est qu'empathie. Là, on peut, je dirais, on peut se retrouver dans une détresse absolue, un épuisement émotionnel qui peut vous anéantir, et c'est ce qui arrive à David dans le roman. Alors la photo de couverture est de Julie de Varroquier qu'on a déjà reçue ici, donc auteur-photographe. Cette photo représente une jeune femme en lévitation, reliée au poignet par une chaîne dont on ne voit pas la fin. Donc une photo qui a pour titre Anchors, donc c'est-à-dire encre. On a l'impression qu'elle va se détacher, s'envoler. Cela peut renvoyer à plusieurs éléments du roman, et notamment à la perte de repère des personnages. La disparition de David rend Adèle presque folle, et puis idem pour son compagnon qui est obsédé par l'Humanita et qui fait des cauchemars. Oui. Quand j'ai vu cette photo, elle m'a tout de suite fasciné, elle m'a tout de suite parlé. Donc, pour moi, elle était indispensable qu'elle illustre ce roman. Alors, cette jeune fille, bon, lévitation, ça fait un peu penser à un tour de magie. Je dirais qu'elle est en apesanteur. Oui, Et je dirais l'apesanteur, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir dans les rêves. Je dirais qu'elle est en train de rêver. Et la chaîne qu'elle a autour du poignet pourrait représenter, à mon avis, le lien qui la relie à la réalité, également. Et cette chaîne, bon, c'est vrai que c'est un ancrage, c'est un lien, et bon, quand on parle d'enchaînement, je pense aussi que c'est un symbole de l'enchaînement qu'on peut avoir à une autre personne. On peut se sentir un peu enchaîné à son existence également dans la vie.
Et comme vous le disiez très bien, c'est qu'en fin de compte, elle est pas. On a l'impression qu'elle va s'envoler. La chaîne, elle n'est pas cadenassée, hein, donc ça laisse aussi une partie. On se dit qu'elle peut se libérer. Elle est juste entourée, elle peut se libérer. Donc ça laisse un espoir à se dire que on pourrait peut-être se libérer et ne pas rester enchaîné, cloué au sol, peut-être vivre sa vie, enfin vivre ses rêves si on le désire. Voilà, pouvoir se libérer de cette chaîne. Alors il y a des difficultés de communication dans le couple Adèle-David. On pense bien sûr à l'épisode de Venise qui montre deux types de réactions face aux événements, mais on apprend au fil du texte qu'Adèle n'ose pas s'avouer et avouer son attachement pour David. Et celui-ci se dit qu'il n'est pas indispensable pour elle. Oui, c'est vrai que l'attitude d'Adèle, ben ça je vais l'expliquer, pourrait laisser croire qu'elle est indifférente. Alors c'est vrai aussi qu'il y a une première fissure à Venise. La toute première fissure, c'est quand David comment dire, il est bouleversé par cette mendiante et il s'aperçoit qu'Adèle ne l'a même pas vue. Elle fait comme les autres, elle lui marcherait presque dessus, elle n'est pas là pour ça, elle est à Venise, on peut la comprendre, hein. Mais à ce moment, il y a une première fissure entre David et Adèle. Justement, David qui a cette empathie surdimensionnée et Adèle qui, elle, apparemment, n'en a pas. Mais c'est pas du tout bon. C'est pas seulement. Il n'y a pas ça uniquement. Il y a chez Adèle une espèce d'obsession. Dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus fort que l'autre. Et fatalement, la personne qui aime le plus est appelée à souffrir. Et pour ne pas souffrir, Adèle ne veut absolument pas être la personne qui aime le plus, elle s'en interdit, elle s'est forgée une carapace. Avec la disparition de David, la carapace va fondre, et évidemment il y aura tout ce qui va remonter à la surface, ce sont toutes les choses non dites, tous les sentiments qui n'ont pas été avoués, qui vont exploser tout au long du récit, tout au long du roman. Alors, chacun croit connaître l'autre dans votre ouvrage, mais comme le dit un de vos personnages, personne ne peut se vanter de connaître une personne complètement, croyez-moi. Oui, alors je pense que c'est l'agent de police qui dit ça à Adèle quand elle dit mais non, c'est pas possible parce que c'est mon David et je le connais. Et lui dit mais croyez-moi, croyez mon expérience, personne ne peut se vanter de connaître une autre personne. Et pour la simple raison, c'est qu'en fait, on ne se connaît pas soi-même. On pense tous avoir la maîtrise de notre existence, mais il suffit d'une rencontre pour que d'un seul coup tout bascule. Une seule rencontre fait qu'on puisse remettre toute notre vie, tout ce qui fait notre vie, on peut le remettre en question. Donc oui, je pense que à partir du moment où on ne se connaît pas soi-même, il serait encore plus difficile de pouvoir se vanter de connaître une autre personne. Alors, Le Marionnettiste n'est pas un roman policier, mais il y a quand même une enquête qui se met en place, des perquisitions, des interrogatoires. Le roman policier, le polar, c'est un genre vers lequel vous pourriez vous tourner ? Non, alors c'est vrai que dans tous mes romans, enfin dans plusieurs de mes romans, il y a une enquête policière, il y a une intrigue, il y a un policier. Je pense par exemple aux lettres de loup, notamment. Mais en tout cas, il y a toujours une intrigue policière ou non. Et je pense que le polar, entre guillemets, est assez bien servi en France. On est noyé par le polar. Hein. Je pense qu'il n'y a pas une soirée sans qu'on ait une série policière. Il y a, je pense, énormément d'auteurs de polar. À eux seuls, ils peuvent remplir un salon. Ça, c'est assez bien démontré. Donc je pense que les amateurs du genre n'ont absolument pas besoin de Didier Herman pour pouvoir se régaler dans le polar. Je pense que si un jour j'écrivais quelque chose qui serait un polar ou qui pourrait s'apparenter à un polar, ça serait pas volontairement, je ferais pas un polar juste parce que c'est dans le vent, parce que pour faire comme tout le monde, parce que ça marche. Et c'est vrai que ça marche très bien, c'est vendeur le polar. Le polar se porte très bien. Je vais pas faire un polar uniquement pour ça. Simplement, ça pourrait être un polar entre guillemets si le thème l'exige. Si on a besoin d'une enquête policière. En tout cas, avec tout le noir qui nous entoure, moi j'aime à croire que j'apporte un peu de couleur dans la vie de mes lecteurs. Ce que vous aimez dans le roman, c'est transmettre.
Ah oui, transmettre, évidemment. Je pense que comme tous les auteurs, on aime transmettre ses émotions, ses doutes, on aime transmettre ses expériences aussi, bien sûr. Alors, vous nous faites entrer à travers ce livre dans un univers que beaucoup ne veulent pas voir, vers lequel bon nombre de gens ont des préjugés. Ouais, donc vous voulez parler des Roms, Des enfin Roms des ou gens du même voyage et les SDF. voilà. Alors bon, je ne veux pas dire Roms, gens du voyage, enfin tous ces... Il y a à chaque fois un terme différent pour parler. Moi je dirais de populations nomades. Les populations nomades existent partout. Si vous allez en Égypte, par exemple, les Bédouins du désert sont une population nomade qui ne pose problème à personne, puisqu'en fait ce sont je dirais deux modes de vie qui cohabitent et qui se respectent. Chez nous, évidemment, et avec le manque de place, l'urbanisation à outrance qui se développe, c'est l'urbanisation qui pose problème aux nomades. Et c'est la même chose en Égypte, par exemple, parce que des routes qui traversent le désert ou des villes qui s'implantent empêchent les nomades de pouvoir faire leur migration. Et chez nous, c'est la même chose. Je pense qu'avec cette urbanisation, les territoires deviennent peau de chagrin, et ce qui fait qu'on voit les nomades qui campent à notre porte. Et c'est là où ça devient un problème. Ensuite, il y a les SDF également. Bon, que ce soit pour les SDF ou pour les nomades, je pense que l'inconnu dérange, l'inconnu fait peur. Il faut un peu s'approcher des gens pour mieux les connaître. Alors les SDF, les invisibles, les gens qu'on ne veut pas voir, et on ne veut pas les voir parce qu'ils nous renvoient à une image de nous, une image de la déchéance qu'on pourrait... on voit plus l'homme, on voit plus la femme qui est en face de nous. On ne voit que sa déchéance. Et ça nous renvoie à une possibilité... on en revient aussi en empathie, justement, se mettre à la place de ces personnes-là, mais c'est tout à fait intolérable. Donc je pense que c'est pour ça qu'on ne veut pas les voir. Alors que dans le roman, je pense que dans le roman, on fait leur connaissance. Et ces gens qu'on dit patibulaires et qui nous font peur, on fait leur connaissance et en les côtoyant, ils deviennent sympathiques. Je pense que mes personnages, les SDF comme les Roms, deviennent des personnages sympathiques. Oui, puis vous les faites dialoguer aussi dans le... Ah bah oui, dialogue alors évidemment, parce que ce sont des personnes comme tout le monde. Ils dialoguent, voilà. Ils se parlent entre eux, ils ne demandent qu'à parler aux gens. Et il y a une scène dans le roman, par exemple, où Luminita va demander 10 € à David quand un mendiant entre dans le restaurant, et le mendiant arrive, il est courbé, et elle lui met 10 € dans sa main, elle referme sa main et elle lui dit « Redressez-vous, monsieur, s'il vous plaît ». Et le mendiant est interloqué parce que c'est la première fois qu'on le vous voit, c'est la première fois qu'on l'appelle monsieur. Donc, vous voyez, il suffit de pas grand-chose et donc le mendiant repart, il se redresse et il quitte le restaurant le dos droit. Donc il y a une question de respect aussi, de se dire que derrière, il n'y a pas qu'une déchéance, il y a aussi une personne... Et bon, il y a aussi un autre personnage, par exemple, la mendiante avec sa poussette, qui est un peu Alzheimer, évidemment. Je pense pas qu'elle ait plus d'autre choix que l'existence qu'elle a. C'est pas toujours un choix. Pour certains, c'est un choix. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Comment vous êtes-vous documenté pour ce roman ? Pour Venise, je me suis documenté par le voyage. Voilà, en voyageant, en me rendant à Venise. Donc là, j'ai pu faire mes repérages. Il y a différentes façons de se documenter. L'expérience personnelle. Par exemple, pour le bateau. La vie à bord d'un bateau, la vie sur un port. Bon, j'ai eu la chance de faire cette expérience. Les livres également, parce que pour l'expérience maritime, je ne suis pas un grand marin, donc il a fallu que je me renseigne et que je me documente. Donc les livres, notamment celui de Kersozon, que je remercie à la fin de l'ouvrage. On apprend quelques termes techniques oui, parce que à la suite, dans le roman. Voilà, comme je disais, on met nos expériences personnelles. Donc à la suite d'un séjour sur un catamaran, j'ai été complètement frustré de ne pas pouvoir larguer les amarres et hisser la grand voile. Donc je me suis mis à la voile et c'est un de mes désirs le plus cher, c'est de pouvoir à mon tour faire du bateau. Donc à l'issue, donc pour l'écriture du roman, évidemment, j'ai suivi quelques cours, je me suis renseigné et on apprend beaucoup de choses. Alors ensuite, pour ce qui est de la documentation, il reste, il y a différentes façons. Il y a aussi Internet, par exemple, pour les horaires de train. Je vais pas prendre Internet pour tout, mais par exemple pour ces choses-là, je vais me renseigner pour Internet. Puis il y a surtout le renseignement et la rencontre humaine, c'est-à-dire d'aller à la rencontre pour donner de la profondeur à mes personnages. Il y a des choses qui ne s'inventent pas, des dialogues. Vous me disiez tout à l'heure, ils dialoguent. Bah oui, mais il y a des dialogues qui ne s'inventent pas. On ne peut pas inventer, on ne devient pas clochard du jour au lendemain. On a beau avoir toute l'empathie du monde. Je pense qu'il faut, pour donner assez de profondeur aux personnages, aller à leur rencontre. Donc voilà, la documentation est assez vaste et assez large.
D'accord. D'autres projets d'écriture dont on pourrait parler? Alors, d'autres projets d'écriture, oui, mais dont on pourrait parler, non. Non. Donc, Ouais, je crois que vous êtes en train d'écrire ou c'est terminé, je sais pas, mais vous êtes en train de l'écrire, non? j'en suis, oui, je suis à la moitié. Ok. Voilà, je suis à la Ah non, moitié. mais Et on attendra. c'est un peu tôt. La seule chose que je puisse vous dire sur ce 8e roman, c'est que ça ne sera pas un polar. Ah, on a bien compris. Un coup de cœur culturel dont vous voudriez nous parler? Oui. Terminer rapidement? Eh ben, écoutez, on va terminer rapidement. Je pense que le coup de cœur que j'ai eu très récemment, alors c'est pas un livre, c'est une musique, c'est une musicienne qui s'appelle Agnès Obel, qui est donc musicienne, compositrice, interprète, et donc récemment elle a sorti un album qui s'appelle Avantine. Et c'est vraiment du pur bonheur. Je vous dirais une petite confidence, c'est qu'en fait je l'écoute en boucle pour écrire le roman que je suis en train d'écrire. Très bien. On pourra vous retrouver très bientôt le 24 novembre au Salon du Livre du Touquet, le 30 novembre au Salon du Livre de Los-les-Lilles, Salon du Livre de Somain le 1er décembre. Encore d'autres dates, mais on n'a plus beaucoup de temps. Je peux simplement donc on donner peut une aller sur le adresse. site internet Voilà, de Didier. Donc www.didierherman.fr et là vous retrouvez mon agenda en ligne. voilà. Merci Didier Herman.